Bonjour, je suis Camille Wever, présidente de la maison de joaillerie Wever, première entreprise à mission du secteur du luxe. Chaque mois, avec les Voix de l'Audace, je pars à la rencontre de personnes audacieuses et inspirantes. Je célèbre celles et ceux qui osent, prennent des risques, tracent leur propre chemin et qui, je l'espère, vous donneront à votre tour l'envie de franchir le pas et d'oser. Mais l'audace ne se résume pas au succès. Elle s'accompagne de doutes, d'épreuves, de remises en question et de rebonds. Ici, nous parlerons des coulisses du changement, du courage qu'il faut pour avancer et des leçons que mes interlocuteurs en ont tirées en chemin. Alors, êtes-vous prêts à explorer l'envers du décor ? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aujourd'hui dans Les Voix de l'Audace avec Anne Bouvreau. Donc, on va comprendre pourquoi est-ce que j'ai voulu inviter Anne. C'est une femme qui est particulièrement audacieuse. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu inviter Anne ce soir ? Eh bien, parce que pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas encore, eh bien, Anne, c'est tout simplement une femme qui a un parcours impressionnant, inspirant, une femme vraiment brillante. Donc, Anne, tu as grandi entre deux cultures. Ta maman est canadienne. Tu as passé une partie de ton enfance également aux États-Unis. Et peut-être que c'est justement un peu ces spécificités qui t'ont permis d'avoir un regard très ouvert justement sur le monde et cette force de culture, de l'initiative que tu peux avoir également. Tu as un parcours académique d'excellence. On ne peut pas vraiment dire que tu aies connu l'échec scolaire, puisque tu es diplômée d'un doctorat en informatique à l'École normale supérieure, l'ENS. Tu es diplômée également de Télécom Paris Tech. Et puis, tu as démarré une grande carrière, notamment dans les télécommunications, puisque tu as démarré ta carrière au Mexique chez Telmex avant de rejoindre Global One et Quant, puis Orange, où là, tu as occupé des postes de direction jusqu'à devenir vice-présidente exécutive des services mobiles. En 2011, tu prends la tête de la GSMA, donc l'Organisation mondiale des opérateurs mobiles. Ensuite, tu diriges Morpho, spécialiste des technologies de sécurité. Et puis, tu vas cofonder la fondation ABONA pour une intelligence artificielle responsable, sociale et inclusive. Aujourd'hui, tu es présidente du conseil d'administration de l'école normale supérieure et tu joues un rôle absolument central dans la stratégie française, mais également européenne, sur l'intelligence artificielle, puisque en 2025, Emmanuel Macron t'a confié l'organisation du sommet mondial de l'intelligence artificielle qui s'est tenu en tout début d'année. Et depuis peu maintenant, tu coprésides le nouveau conseil de l'intelligence artificielle et du numérique aux côtés de Guillaume Poupard, directeur général adjoint de Capos. Donc, eh bien, bienvenue. Merci, merci de l'invitation. Un parcours juste assez exceptionnel. Et c'est vrai que bon, moi, j'ai la chance de te connaître. En plus, je suis ravie parce que tu es une cliente Wever. Donc, des femmes aussi brillantes que toi, c'est toujours pour moi quelque part un honneur. Mais en fait, quand j'ai lu justement tout ce que tu avais pu faire et tout, je me suis dit, oh là là, cette femme est particulièrement audacieuse. Elle est parvenue à briser un peu le double plafond de verre dans la mesure où tu as un parcours absolument admirable dans des secteurs qui sont plutôt aujourd'hui, hélas, réservés aux hommes, donc tout ce qui est télécommunications, intelligence artificielle. Et puis en plus, tu as brisé ce fameux plafond de verre parce que tu es parvenu à arriver aux plus hautes sphères. Et donc la question que j'avais par rapport à ça, c'est essayer de comprendre justement d'où vient cette audace. Comment est-ce que tu es parvenue aujourd'hui à être une femme leader ? La première question que j'ai, c'est cette double culture un petit peu anglo-saxonne. Est-ce que tu dirais qu'elle t'a un petit peu aidée dans ta façon d'agir et de décider ? Alors, d'abord, encore une fois, merci de m'inviter, c'est un honneur. Et ma double culture, ce côté, effectivement, ma mère est canadienne, j'ai de la famille encore aujourd'hui aux États-Unis et j'ai passé une partie de ma scolarité aux États-Unis. J'y ai travaillé aussi, j'ai travaillé aussi en Angleterre.
Je pense que ça donne une ouverture à des cultures différentes. Ça permet aussi de voir que les choses ne sont pas faites d'une seule manière, en fait. Et donc, il y a plein de manières d'arriver à un résultat. Et le fait d'être capable de faire ces ponts, ces passerelles, ces traductions entre différentes cultures et d'ailleurs même après au sein d'un même pays entre différentes matières, par exemple les matières scientifiques, technologiques et puis le côté économique. Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et donc j'ai appris toute petite ce côté comment est-ce qu'on parle à des gens qui parlent une autre langue ou qui parlent différemment ou qui ont une culture différente et comment est-ce qu'on arrive à établir une communication et du coup comment est-ce qu'on arrive à faire des choses que peut-être au départ on ne pensait pas qu'on arriverait à faire. Et justement, est-ce que en tant que femme, tu as senti justement des différences culturelles où tu t'es sentie, on va dire, beaucoup plus à l'aise avec certaines nationalités ou certains postes que tu as pu avoir voilà, dans des entreprises ou pas forcément? Alors en fait, j'ai plutôt senti quelque chose d'assez spécifique. Je me souviens à l'époque, ça m'a un peu surpris. Je me souviens avoir été aux États-Unis là pour travailler et j'étais perçue d'abord comme une Française ou un Français. En fait, j'étais perçue comme quelqu'un d'une autre nationalité avant d'être perçue comme une femme plutôt qu'un homme. Et le fait aussi d'avoir des diplômes, je me souviens, dans certaines entreprises ou dans certaines réunions, j'étais perçue comme quelqu'un qui avait fait des études et donc qui était crédible pour ça, avant d'être perçue comme une femme plutôt qu'un homme. Et donc je pense que ces deux choses-là m'ont beaucoup aidée. Outre le fait que mes parents, mon éducation, m'ont aussi donné la confiance de dire une fille, c'est tout à fait, ça a autant de valeur qu'un garçon, donc il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir. Mais cette perception, quand on est à l'étranger, du fait qu'on est européen ou français, avant d'être un homme ou une femme, en fait, je me souviens m'être dit, ah, c'est intéressant, et d'ailleurs, ça m'aide à passer des portes ou à faire des choses. Parce que tu as évolué donc, dans un monde qui était hyper masculin, je présume. Est-ce que de temps en temps, tu t'es vraiment sentie vraiment hyper seule et un peu genre l'exception de genre, on va dire? Et qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ça, quoi? Est-ce que ça a été justement quelque part un combat? Tu as senti une injustice? Tu as essayé de t'interroger sur les raisons justement de ce biais de genre ou... Alors en fait, moi j'aime bien être avec des garçons et avec des hommes, j'aime bien être avec des femmes aussi, mais je pense qu'il y a un truc qui date vraiment de ma petite enfance pour des raisons, je pense juste qu'il devait y avoir plus de garçons de mon âge à l'endroit où on habitait. Donc j'étais tout le temps avec un groupe de garçons et quand ils s'appelaient les uns les autres, c'était les gars et Anne, venez par ici. Et donc, et sans, ça c'était vraiment pas réfléchi, conscient ni rien, mais je me sens tout à fait à l'aise dans des environnements quels qu'ils soient. Après, j'en ai eu beaucoup des expériences comme ça, certaines moins agréables. Quand j'étais en classe préparatoire, quand j'étais en deuxième année de classe préparatoire, donc j'étais en spécialité mathématiques à Grenoble, notre prof de maths, lors du premier cours, nous dit moi, je fais passer alternativement une fille et un garçon au tableau. Et j'étais la seule fille. Et donc c'était rigolo peut-être, mais pas vraiment sympa en fait pour moi. Et donc je me suis retrouvée à me dire bon bah je suis passée au tableau plus souvent que d'autres. Et en même temps, si on arrive à prendre un peu de distance, bah, après quand on est la seule fille ou quand il y en a que deux ou trois, bah, tout le monde le remarque et on se souvient de qui est cette personne-là. Donc faut juste arriver à le gérer. Mais il y a des épisodes sympathiques et d'autres épisodes moins sympathiques. Aux États-Unis aussi, une fois, quand j'ai commencé à travailler aux États-Unis, j'étais une jeune ingénieure. Et une fois, j'ai voulu aller comprendre la manière dont les réseaux télécoms étaient mis en œuvre. Donc, je suis allée au département d'ingénierie. Et alors là, il y a un gars qui, pensant bien faire, m'avait stabiloté les plans du réseau en rose parce que j'étais une fille. Et là, je me suis dit, enfin bon, voilà, il y a plein Ouais, d'exemples. j'adore. Ah oui. Et est-ce que toi, t'as pas forcément eu ce fameux syndrome de l'imposteur que beaucoup de femmes ont? Toi, tu l'as pas forcément eu. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, bon, quand on regarde en effet ton parcours qui est juste fulgurant et assez impressionnant, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, je sais pas si je vais y arriver, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que
Le bah doute oui, a pu tout le temps. s'installer. Bah oui, tout le temps. Et alors, pour aider les personnes qui souvent peuvent être confrontées justement au Mhm. doute, qu'est-ce qui a fait que tu as franchi le pas et que tu t'es dit, allez, je me lance, j'y vais? Ben, en fait, je pense qu'il faut se rendre compte qu'il y a plein de gens qui ont ce syndrome de l'imposteur et en plus, c'est pas que des femmes. Donc, il y a un côté, à la base, je suis plutôt timide, j'ai beaucoup travaillé ça, mais il y a un côté, arrivé dans une réunion, je me dis, Gloups, je connais personne, ça va être compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens sont dans ce cas-là. Il y a peu de gens qui connaissent tout le monde. Et donc, se dire, les gens qui sont en face de moi, ils sont dans la même situation que moi. Ils ont aussi ce syndrome de l'imposteur, ce côté, qu'est-ce que je fais vraiment ici? Et donc, en les aidant, je vais m'aider aussi. Donc, j'ai du coup développé une tendance à aller vers les gens et à leur dire bonjour, moi je connais personne ici, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Et en général, ils me disent moi non plus, je connais personne. Et voilà, on commence une discussion. Donc en fait, Mais Anne, oui, tout le donc temps, en le fait, syndrome de l'imposteur. ce qu'on appelle THPI, c'est sûr, quand on a fait normal et vu ton parcours, et tu en plus THPE en fait. Donc tu es très forte sur sur tous les sujets. Donc, Non, mais le côté émotionnel, c'est vraiment extrêmement toutes les important, mais cultures. bien sûr. C'est vraiment le C'est cross-culturel. hyper important. C'est le côté être arrivé. Moi, je suis arrivée aux États-Unis, j'avais 6 ans et avec mon frère, on nous a mis dans une école où les gens parlaient anglais. Et mon traumatisme originel, c'est que moi, j'étais dans une classe en France où on restait tout le temps dans la même classe à 6 ans. Et aux États-Unis, non. Donc, j'avais pris mon nounours avec moi pour le premier cours. Et après, on nous a dit, vous changez de cours et de classe. Et je dirais, toute la journée, j'avais plus mon nounours. Là, j'ai décidé que j'allais parler anglais. Enfin, Ouais, bien sûr. voilà. Ouais. Super intéressant. Anne, tu prônes une IA inclusive, notamment à travers la fondation Abeona. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une IA inclusive et puis nous donner des exemples concrets? Bien sûr. Alors, d'abord, peut-être, pourquoi et comment j'ai créé cette fondation? En fait, parce que la thèse que j'avais faite, c'était en informatique et puis dans ce qu'on appelait à l'époque l'intelligence artificielle, qui est très différent de l'intelligence artificielle de maintenant. Mais à l'époque, je me suis dit, ça va mener à rien et donc je vais plutôt aller faire des choses plus concrètes dans les télécoms. Et donc, en 2017, quand j'ai quitté le rôle de directrice générale de Morpho, parce que la société a été vendue à une autre entreprise, je me suis dit, en fait, j'avais fait des choses en intelligence artificielle et là, j'ai l'impression que ça va plutôt avoir beaucoup d'impact. Donc, je me suis dit, c'est peut-être un bon moment pour essayer de faire quelque chose dans ce domaine. Et il y a beaucoup de fondations, de think tanks, d'instituts comme ça dans d'autres pays, mais pas tellement en France. Donc c'était un petit peu l'idée pour ça. Et donc l'idée, c'est que l'intelligence artificielle, c'est ni positif ni négatif, mais ça peut être très négatif si on ne fait pas attention. Ça peut avoir des impacts sur les emplois, sur la démocratie, sur la désinformation. Et c'est un domaine dans lequel il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc si on ne fait pas attention, il n'y en aura pas forcément plus. Donc l'idée, c'était d'essayer de contribuer à un développement plus inclusif et plus axé vers l'intérêt général de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'on a commencé à faire? À essayer de faire venir des chercheurs et en fait des chercheuses qui travaillaient dans d'autres pays sur ce sujet-là, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en France. Donc on a fait venir une chercheuse australienne, Kate Crawford, puis une chercheuse canadienne, et puis maintenant encore une autre, pour d'abord porter ce sujet-là. Et puis on a créé un MOOC, un cours gratuit en ligne, qui s'appelle Objectif IA, qu'on a créé avec l'Institut Montaigne et avec Open Classrooms, qui est une start-up qui fait des formations sur les technologies basées sur les compétences. On a créé un MOOC qui s'appelle Objectif IA et qui permet de donner une introduction à l'intelligence artificielle qui maintenant a été suivi par plus de 400 000 personnes. Donc voilà, ça c'est des exemples concrets de choses qu'on a faites. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, en tout cas en France, fait encore vraiment peur. Cette peur liée à l'intelligence artificielle, qui sont les fake news, la peur de perdre son emploi. Alors déjà, moi, je m'étais interrogée, parce que moi, bien sûr, j'utilise l'intelligence artificielle au quotidien, mais
j'utilise comme une intelligence augmentée, c'est-à-dire complémentaire. Est-ce que le terme artificiel, justement, ne fait pas peur parce qu'il y a un côté très robotique, ça déshumanise complètement. Et qu'est-ce que tu pourrais dire pour justement rassurer les personnes et leur dire que, au contraire, ça peut justement les aider à travailler sur des tâches qui sont beaucoup plus finalement à valeur ajoutée, que l'intelligence artificielle est une intelligence quelque part augmentée et ne pourra pas remplacer l'homme dans certains domaines. Oui, alors d'abord, tu as complètement raison. C'est déjà le mot intelligence artificielle. Tout de suite, ça convoque toutes les peurs, tous les fantasmes ce sont des machines qui vont remplacer les humains. Exactement. C'est le terme lui-même sous ses différentes incarnations, parce que ça date des années 50, ce terme-là. Et à l'époque, il y avait déjà le test de Turing qui était comment est-ce qu'on peut savoir si c'est une machine ou un humain. Donc ça convoque tous ces fantasmes. Et c'est dommage, mais je pense qu'on ne peut pas changer le terme. Il a tellement pris. Mais ça vient beaucoup de ça. Et après, qu'est-ce que je dis aux gens? Je dis toujours, il faut expérimenter, il faut utiliser les outils d'IA. Et je dis aussi que c'est important de les utiliser dans un domaine qu'on connaît. Parce que si on utilise l'intelligence artificielle dans un domaine qu'on ne connaît pas, on va se dire, waouh, c'est super impressionnant et moi, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, vraiment, c'est inquiétant. Tandis que si c'est un domaine qu'on connaît, on se dit, ah oui, c'est utile, ça, j'y avais pas pensé, ça, c'est peut-être plus rapide que ce que j'aurais fait, ça, c'est vraiment n'importe quoi. Et voilà comment je pourrais l'utiliser. Donc j'encourage vraiment à utiliser, que ce soit le chat de Mistral, que ce soit Perplexity, que ce soit ChatGPT, tous les outils d'IA, c'est bien d'essayer de les utiliser et de voir que c'est ça, mais ce n'est que ça, quelque part. Un petit clin d'œil pour Sandrine Delage, donc la directrice artistique de Vévert, qui est à fond aussi sur tous les sujets d'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que l'IA peut booster justement la créativité, peut booster la créativité d'un artiste? Est-ce que tu as des exemples un petit peu Oui, concrets? alors je pense que oui. Alors pour les artistes qui le souhaitent, hein, Bien il sûr, y qui en le a souhaitent, bien clairement sûr. qui le souhaiteraient pas. Mais par exemple, j'ai discuté, mais vraiment déjà il y a quelques années, avec quelqu'un qui écrit des poèmes et qui étudie la poésie et qui disait en fait, c'est comme d'avoir quelqu'un avec qui on fait un jeu de création de poèmes. On écrit quelque chose, on demande quelque chose en retour, ça suggère des mots auxquels on n'avait pas pensé, ça donne des choses qui sont vraiment nulles et vraiment plates, mais ça permet de faire un peu du Un ping-pong. ping-pong. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, j'avais lu qu'il y a certaines personnes qui tombent amoureux ou amoureuses de leur IA. Oui, après, c'est beaucoup utilisé par les jeunes Ouais, pour des conseils. ouais, Qu'est-ce que je dis à cet ami avec qui je suis fâchée ouais. pour que... C'est- Récemment, il y a une jeune fille qui me disait, ah, j'avais vraiment pas envie d'aller en cours. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT si je devais aller à ce cours parce que le prof est comme ça, la matière est comme ci. Et ChatGPT m'a dit quand même que ce serait une bonne idée d'y aller. Et donc, j'y suis allée. Alors, ça, c'est une histoire là qui finit c'est bien. génial. Mais, mais c'est J'adore. utilisé comme conseil. Ah, c'est super intéressant. Ouais. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Tu es l'envoyé spécial du sommet de l'IA qui s'est tenu en février donc de cette année 2025 à Paris. Est-ce que tu peux nous réexpliquer en tout cas les origines de ce sommet et puis avec le recul, quels en sont les grands enseignements? Oui, alors en fait, il y a eu c'est quelque chose qui est une initiative à l'origine des Anglais qui ont organisé un sommet sur l'IA en Angleterre à Bletchley Park en fin 2023. Novembre 2022, c'est ChatGPT. Novembre 2023, ils ont organisé ce sommet. Et pour des raisons que j'ai un peu du mal à m'expliquer, ils ont fait, volontairement ou pas, une plateforme pour notamment Elon Musk, qui est arrivé et qui a dit l'IA, c'est comme le nucléaire, c'est hyper dangereux. Et d'ailleurs, la moitié de l'humanité aura perdu son travail dans les 2 ans. Et à l'époque, moi, j'étais en train de travailler avec Philippe Aghion, l'économiste du Collège de France, et avec une quinzaine de membres de la commission IA pour faire des recommandations
au gouvernement sur la stratégie française d'IA pour prendre en compte les nouveaux développements de l'IA après le rapport Villani de 2018. Et on ne voyait pas du tout ça. On ne voyait pas du tout l'IA. On peut la comparer à l'électricité, on peut la comparer, je la compare souvent à PowerPoint et à Excel, on peut la comparer à plein de choses, mais pas au nucléaire. Et le fait que la moitié de l'humanité perde son job en 2 ans, c'était pas non plus du tout ce qu'on voyait. Donc on a fait passer une note à l'Élysée en disant ce serait peut-être une bonne idée que la France candidate pour organiser le sommet d'après. Et puis pour porter un message un peu plus général déjà et un peu plus raisonnable. Et donc la réponse a été oui, c'est une excellente idée. Et d'ailleurs, ce serait très bien que tu t'en occupes, Anne. Donc j'ai dit, ben oui, si j'ai proposé, bon, il va bien falloir que je dise oui. Donc ça, c'est la genèse un peu du sommet IA de février. Ça s'appelait un Safety Summit parce que c'était très axé sur les risques et les risques existentiels en Angleterre. Et nous, on en a fait un Action Summit selon cette philosophie de l'IA, c'est une technologie, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle sera mauvaise si on la laisse faire ou si on la pousse dans ces directions-là. Et elle sera plus bénéfique si on s'assure qu'on travaille contre les risques et pour l'intérêt général et les opportunités. Et donc, on a organisé ce sommet international avec plus de 60 pays, en fait plus d'une centaine de pays, avec des prix Nobel, avec des chercheurs, chercheuses du monde entier, avec des ONG, avec des entreprises et des startups. Et ça s'est tenu à un moment géopolitique très spécifique. On a eu le 20 janvier l'inauguration présidentielle aux États-Unis. Le 21 janvier, cette annonce à la Maison-Blanche de Stargate par Sam Altman et d'autres, 500 milliards d'investissements dans les infrastructures d'IA aux US, avec comme message « Nous sommes les leaders mondiaux, la course est pliée ». Le 28 janvier, donc une semaine après, la une des journaux, c'était DeepSeek et ce modèle d'IA qui, pour 6 millions de dollars, aurait développé quelque chose au meilleur niveau mondial. Et c'est vrai que c'est au meilleur niveau mondial. Et donc toutes les cartes ne sont pas jouées, la course n'est pas pliée. Et donc ça nous a permis, avec un peu de chance et beaucoup de travail aussi de préparation, de pousser un discours de il y a une possibilité pour un développement de l'IA. D'autres pays, français, européens, alliés, le Canada, l'Inde, le Brésil, etc., pour développer des services d'intelligence artificielle un peu différents. Et donc voilà, ce que j'en retiens, c'est ce moment géopolitique très particulier qui fait qu'on a la possibilité, ça ne veut pas dire que c'est fait, mais la possibilité de pousser une troisième voie de l'intelligence artificielle avec un peu plus de souveraineté numérique pour l'Europe. Et des budgets qui ont été annoncés également, que ce soit au niveau français ou en Europe. Là, ouais. on a senti également qu'il y avait une force européenne en fait, autour de l'intelligence artificielle qui se crée. C'est quoi les budgets qui ont été annoncés justement ? Alors, les Stargate, c'était 500 milliards. Pour la France, ce qui a été annoncé, ça a été plus de 100 milliards. D'investissement, alors privé, c'est pas de l'investissement public, ce sont des fonds canadiens, émiratis, etc., et européens, qui vont investir dans des centres de données en France. Et à Choose France, il y en a à peu près 25 milliards qui ont été concrétisés en mai dernier, et 200 milliards de la part de l'Europe d'investissement public et privé, dans d'une part de la puissance de calcul, on a besoin de beaucoup de puissance de calcul pour l'intelligence artificielle, et d'autre part des engagements des entreprises européennes à développer de l'IA plus européenne en travaillant avec les startups du domaine en Europe. Donc oui, des chiffres significatifs. Après, il faut travailler pour que ça soit mis en œuvre, mais ça veut dire qu'il y a une volonté et une capacité de faire. Tu parlais justement d'investissement massif, justement dans les puissances de calcul. Donc tout ça, c'est très énergivore. Donc en termes d'empreinte CO2, etc. pour la planète. Mais en parallèle, on sait que l'IA peut justement répondre vraiment aux problématiques et aux enjeux environnementaux.
comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ça, justement? Est-ce que l'IA, justement, c'est entre guillemets, je raccourcis, mauvais pour la planète ou au contraire, ça peut aider et faire des arbitrages, anticiper et prendre justement les actions correctrices nécessaires? Alors, je pense qu'en fait, les 2 sont vrais et qu'il faut s'assurer qu'on fasse pencher la balance du bon côté et c'est difficile même d'en parler. Alors, Mm. le sommet de l'IA de février, ça a été le premier endroit où on a parlé à la fois d'IA et d'énergie et de climat. Parce qu'il y a bien sûr des conférences régulières sur le climat et de plus en plus d'endroits où on parle d'IA. Mais les Anglais, par exemple, n'avaient pas du tout parlé du sujet IA et énergie et climat. Donc, on en a parlé. Et on a beaucoup travaillé, par exemple, avec l'Agence internationale de l'énergie, qui a publié un rapport après en avril, qui dit que les centres de données, qui est un peu la manière la plus large de regarder l'impact de l'IA, parce qu'on ne sait pas le faire de manière plus fine encore, consomment à peu près 1% de l'électricité mondiale aujourd'hui, et ça pourrait passer à 3% d'ici 2030. Alors avec des scénarios, bien sûr, avec plein d'hypothèses. Donc 3%, c'est un niveau qui est pas, c'est pas l'ensemble de la consommation. En même temps, c'est une augmentation très forte. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment regarder le sujet et qu'il faut faire attention notamment d'une part, à consommer le moins d'énergie possible et ensuite à ce que, autant que possible, ce soit de l'électricité décarbonée. Donc c'est pour ça aussi que la France est très attractive pour les centres de données, parce que grâce à la fois au nucléaire et aux énergies renouvelables, et au fait qu'on ait une production d'électricité excédentaire, parce que bien sûr, si un pays n'a pas assez d'électricité pour ses hôpitaux, ce pays va dire je veux qu'il y en ait pour mes hôpitaux plutôt que pour les centres de données. Donc il faut qu'on ait un excès pour pouvoir mettre en place un excédent pour pouvoir mettre en place ces centres de données. Donc il faut autant que possible utiliser de l'énergie décarbonée. Et les Amazon, les Google, les Microsoft ont pris des engagements de réduction de leur bilan carbone. Donc, ils souhaitent déployer des centres de données dans des endroits où l'électricité est décarbonée. Et il faut aussi tout faire pour réduire la consommation. Après, d'un autre côté, c'est vrai aussi que l'IA permet d'optimiser la consommation en électricité, le déploiement des réseaux électriques, la consommation en eau, la consommation d'intrants pour l'agriculture. Ça permet aussi de développer des nouveaux matériaux pour des batteries qui sont plus efficaces pour stocker les énergies renouvelables, qui est un des problèmes des énergies renouvelables, qui sont intermittentes. Donc il y a du négatif et du positif, et il faut parler des deux et arriver à mesurer si le négatif se développe plus vite que le positif, c'est pas bien du tout. Si on arrive à faire en sens inverse, c'est bien. Donc il faut qu'on mesure avec l'Agence internationale de l'énergie, avec d'autres endroits, comme il y a un observatoire sur l'impact environnemental de l'IA qui vient d'être lancé à l'ENS, par exemple, avec Capgemini. Ça fait partie des choses qu'il faut essayer de faire. Et il y a une coalition pour un développement de l'IA de manière durable qui a été lancé au sommet IA. On a 30 nouveaux partenaires qui signent tous les mois pour cette coalition. Donc il y a vraiment un intérêt et une volonté pour travailler sur ce sujet, et c'est bien. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, l'IA, c'est vraiment une aide, notamment au niveau de la médecine, que ce soit sur l'imagerie médicale, des pré-diagnostics qui peuvent être faits en amont, même au niveau des recrutements de personnes dans le cadre notamment des tests cliniques, etc. Est-ce que tu peux un peu voilà, nous en parler et tout? Bien sûr, oui. Donc il y a plein de... typiquement, les imageries médicales, la détection des cancers, par exemple, et de certains types de cancers de manière plus précoce, et donc du coup avec plus de chances après de traitement et de survie et de guérison. C'est clairement un des domaines phares d'application de l'IA. Alors ce que les études montrent, c'est que en fait, c'est la combinaison de l'IA et de médecins qui est la meilleure, qui est le meilleur cas de figure, parce qu'à la fois l'IA détecte plus tôt
mais peut détecter des choses qui sont des faux positifs, donc qui ne sont pas vraiment Ouais, ouais. des cas de cancer, par exemple. Et puis, l'IA peut être complètement perturbée par quelque chose qui est très différent, alors que un radiologue, une radiologue, un médecin sur une image va dire, je pense pas qu'il y ait de tumeur, mais par contre, j'ai l'impression que il y a peut-être une autre maladie, et donc parce qu'il y a la cellule, et puis après il y a les poumons derrière, ou il y a le cœur, ou etc. Et ça, c'est pas forcément des choses que les IA font bien. Donc la combinaison des deux, c'est bien. Et le fait aussi, les déserts médicaux, ou le fait que dans certains pays, il n'y ait pas vraiment d'accès à des professionnels de santé de manière facile, un premier diagnostic grâce à une image analysée par l'IA, ça peut faire un premier screening, et puis si on a une alerte, après, du coup, avoir quelqu'un qui regarde. Donc ça peut améliorer de manière assez significative ce sujet-là. Et puis le deuxième sujet, c'est le développement de nouveaux médicaments ou vaccins ou autres, où ça permet d'accélérer la phase amont de la recherche. Typiquement, mettre en service un nouveau vaccin, un nouveau médicament, ça peut être 10 ans. Donc si on peut accélérer d'1 an ou 2 dans certaines des phases initiales, et peut-être éviter de faire des tests dans des cas qui ne sont pas pertinents, et les faire plutôt dans des cas plus pertinents, ça aussi c'est très positif. Après, il faut faire attention, tu parlais aussi de la détection du choix des personnes pour des essais cliniques. Il faut voir que ça, c'est indépendant de l'IA. Il y a, pour tout un tas de bonnes raisons, on a plus tendance à recruter des hommes pour les tests cliniques, en se disant que les femmes, surtout les femmes en âge d'avoir des enfants, ce serait vraiment dommage de les mettre dans des tests cliniques, parce que ça pourrait leur faire courir des risques. Mais résultat, on développe des médicaments pour des hommes, et d'ailleurs qui sont plutôt souvent des hommes blancs, en bonne santé, et alors qu'il faut pouvoir le faire plus largement. Et ça, on peut générer ce qu'on appelle des données synthétiques grâce à l'IA, qui permettent d'avoir des tests qui sont plus pertinents. Ah, c'est intéressant parce qu'on va parler de ça, justement, de l'IA biaisée avec les inégalités de genre. Juste un petit point sur le sommet de l'IA. Donc, tu l'as expliqué tout à l'heure. Tu étais vraiment au milieu, on va dire, du pouvoir, mais du pouvoir international, que ce soit au niveau du pouvoir politique, puisque il y avait tous les grands de ce monde, mais également du pouvoir économique. Comment est-ce que tu as vécu ces dialogues au sommet du pouvoir? Est-ce que tu as une petite anecdote amusante à nous raconter ou pas? Alors, il y en a que je ne peux pas raconter, mais, Ah, mais si. mais il y en a que je Ça peux reste raconter. entre nous. Hein. Ça Alors, sera coupé. Le jour du sommet, alors c'est peut-être parce que c'était le sommet, je ne sais pas, Elon Musk a lancé une OPA sur OpenAI. Et Sam Altman était au sommet. Ah oui. Et donc, lors du dîner, c'était le soir du dîner, il s'est éclipsé pour faire une réponse sur Twitter, parce que bien sûr sur X, parce que l'offre a été faite sur X. Bah oui. Donc, il a répondu sur X que non, pas du tout, il n'était pas intéressé. Et après, le lendemain, lors de la réunion plénière des chefs d'État et des chefs d'entreprise, donc dans une plus petite salle, dans la rotonde d'Antin au Grand Palais, il avait, Sam Altman, une place au premier rang. Alors, il est arrivé, il a dit, est-ce que je pourrais être plutôt à l'arrière, parce que là, il faut vraiment que je fasse la réponse plus sérieuse. Donc, je vais mettre avec mon ordinateur et puis je vais travailler là-dessus. Donc ça, c'est la première partie de l'anecdote. Et la deuxième partie, c'est que du coup, quand il est revenu s'asseoir au premier rang après, la place à côté de lui, c'était la place du CEO de Google, Sundar Pichai. Mais Sundar Pichai était parti, et donc c'était quelqu'un de l'équipe du sommet qui l'avait remplacé. Et donc Sam Altman lui dit bonjour, et qui êtes-vous? Et donc Arthur répond, je suis le nouveau CEO de Google. Et alors là, Sam Altman dit what? Et donc lui dit non, c'est une blague. Ah, Voilà. drôle. Merci pour ces anecdotes. Voilà, on les a comme ça, tu vois, en live, super. On va parler maintenant d'IA biaisée, des biaiseurs dans l'IA. Donc, je vais présenter quelques chiffres qui peuvent interpeller. Donc, aujourd'hui, seuls 22% des postes dans l'IA sont occupés par des femmes. Moins de 15% des publications majeures en machine learning ont des autrices.
Et en France, si on regarde les principales licornes d'intelligence artificielle, donc notamment Mistral, DataIQ, Doctolib, H, elles sont toutes dirigées par des hommes, à l'exception de Pigment, qui est co-dirigé par un homme et par une femme. Donc, c'est vrai que tout ça, ça a clairement des conséquences. Tu as parlé d'ailleurs tout à l'heure des essais cliniques. Ça a des conséquences sur la conception des datasets et des modèles, sur la non prise en compte justement des spécificités féminines, physiologiques, sociales, également économiques, sur les usages finaux, puisque finalement on risque d'avoir des IA qui reflètent davantage des normes masculines implicites, des algorithmes qui sont moins adaptés également au parcours de vie féminin. Quel est ton avis par rapport à ça? Et comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ce biais de genre? Alors oui, ces Il n'y a chiffres. pas beaucoup d'Anne Bouvreau, en fait, c'est ça le sujet. Et puis d'Éléonore Crespo, donc c'est Ouais, la co-CEO bien sûr. de Pigment, qui est super. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y en a à la fois dans le monde des startups, déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes qui créent, qui dirigent des startups, et dans le monde du financement, et ça demande beaucoup de financement, l'intelligence artificielle, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. Donc c'est important de les mettre en visibilité et de les aider autant que possible. Donc il y a des fonds créés par des femmes, il y a quelques femmes comme Éléonore, et je les mets beaucoup en visibilité. Et puis c'est aussi important de dire aux jeunes filles que c'est un des métiers qu'elles peuvent faire, et que c'est pas uniquement en ayant fait des études d'ingénieur et en ayant codé en informatique dans son garage ou dans sa chambre pendant toutes ces années d'adolescence qu'on peut arriver à faire ça. Toutes les études permettent d'arriver à l'IA, en fait, parce que c'est très large. Et donc, si on est intéressé par le fait d'avoir un impact dans le domaine de la santé, ou dans le domaine de l'éducation, ou dans le domaine de la création, en fait, on peut faire ça avec de l'IA, et c'est un avantage compétitif clair. Donc tout ce qu'on peut faire pour inciter les femmes à être dans ces métiers-là, c'est vraiment important. Dans les biais que ça peut entraîner. Et juste, pardon, par rapport à ça, notamment Oui. parce que tu es présidente du conseil d'administration de l'école normale Oui. supérieure, donc j'imagine qu'il y a un certain nombre de diplômés de l'ENS qui peuvent ensuite se tourner vers les métiers d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a combien de pourcentage à peu près de femmes à l'ENS Alors l'ENS, en fait, c'est une école qui est à la fois sciences et lettres, Ouais. avec plein de concours de recrutement. Donc sans surprise, les concours lettres, il y a plus de filles, et puis les concours sciences, il y a plus d'hommes. C'est particulièrement vrai en physique, où en fait, il y a même des années où il y a pas de filles où il faut vraiment qu'on aille aux oraux, essayer de faire en sorte qu'il y en ait quelques-unes. Donc c'est sûr que c'est un sujet. Alors pour traiter ce sujet-là à l'ENS, en fait, ça c'est sur les concours classiques qu'on connaît d'entrée à l'ENS. On a mis en place depuis peut-être une dizaine d'années un recrutement étudiant, qui est un recrutement sur dossier. Et en fait, on se rend compte qu'il y a, je pense, une espèce de barrière de désélection pour passer le concours de l'ENS. Et donc, on a plus de candidatures de très bonne qualité dans le concours étudiant, à la fois de candidatures de garçons et de filles qui n'ont pas passé leur bac en région parisienne, parce qu'il y a une espèce d'idée que c'est à Paris, alors plutôt qu'en province. Il y a plus de boursiers et il y a plus de filles. Et donc, on arrive à recruter par ce concours-là plus de diversité d'une manière générale, et plus de filles. Donc ça, c'est bien. Et une des initiatives qu'on a mises en place, je pense qu'il y a 1 ou 2 ans, ce sont des bourses automatiques pour toutes les femmes en sciences, pour toutes les filles en sciences, pour également les attirer sur le fait vous aurez vos études payées, pour dire voilà, ça peut être un moteur supplémentaire. C'est une des choses qu'on essaye de faire. Mais c'est difficile, et il n'y a pas plus de filles en classe prépa aujourd'hui qu'il y en avait à mon époque, malheureusement. Ouais. Et d'ailleurs, on avait reçu Eliès Jouani, que tu connais, oui. dans le premier épisode des Voix de l'Audace, qui nous expliquait en fait que
le biais en fait de genre apparaît dès le CE2 en fait. Ouais. Dès qu'en CP il y avait aucune différence, dès le CE2 en fait déjà il y avait une différence. Et il expliquait que donc Elias, j'espère que je ne dis pas de bêtises si tu nous écoutes, mais il expliquait que en fait ce biais était beaucoup moins présent, on pourrait se dire paradoxalement, dans les écoles qui n'étaient pas mixtes. Qu'en fait, les maîtresses ou les maîtres, la manière dont ils allaient enseigner à un garçon ou à une petite fille, en fait, d'ores et déjà intégrer ce biais. Donc, ça veut dire qu'en effet, il faut un peu tout revoir et qu'il y a vraiment ce phénomène d'acculturation qui fait que... voilà, c'est un long travail. Mais justement, par rapport à ces biais de genre qu'on va nous retrouver dans les IA, on a bien compris, etc. C'est quand même assez inquiétant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a, entre guillemets, de sortes d'outils correctifs ou des outils qu'on pourrait mettre en place sur des IA qui permettraient justement, un peu comme ce que tu expliquais tout à l'heure avec les essais cliniques, qui permettraient un peu voilà, de corriger ces biais-là de façon un petit peu automatique ou pas? Alors, automatique, je sais pas, mais il y a 2 endroits où il faut regarder. Il y en a un qui sont les données qu'on utilise pour l'IA. Et ça, c'est exactement le sujet des essais cliniques. Il faut regarder les données et se dire, est-ce que mes données, elles sont représentatives? Est-ce qu'il me manque pas, est-ce qu'il me manque pas des femmes? Est-ce qu'il me manque pas, est-ce que, ça c'est le cas classique du recrutement chez Amazon. C'est un système qui a ensuite été arrêté, mais qui disait en gros, tous les gens qu'on a recrutés dans les postes de développement informatique, on va prendre ceux dont on est content et on va recruter les mêmes. Et donc ceux dont on est content, eh bien, c'était des jeunes hommes qui avaient fait des très bonnes universités américaines et qui étaient d'ailleurs pour beaucoup, parce que c'était le cas, c'est encore le cas, d'origine par exemple chinoise ou indienne. Et donc très clairement, ça a désélectionné tous les autres. Donc il faut regarder les données et voir à quoi elles ressemblent avant de les utiliser. Et puis après, ce qui est vraiment important, c'est avant de mettre en place une solution d'IA, il faut un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices, donc de gens qui vont avoir à utiliser les résultats et qui vont pouvoir être un peu critiques sur mais comment ça se fait que on recommande toujours, par exemple, des doses de médicaments pour des gens qui font 100 kilos, ou comment ça se fait que on demande toujours le code postal, est-ce qu'on en a vraiment besoin? On sait très bien que c'est un indicateur aussi de ségrégation. Donc il faut à la fois regarder les données et puis regarder les résultats avec des gens qui sont pas forcément juste des spécialistes de j'ai mis en place le meilleur algorithme et je suis très fier de ça, mais plutôt de je sais à quoi ça sert et je vais réfléchir à ça. Avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, donc il y a eu un gros recul des politiques d'EI aux États-Unis, notamment dans les grandes entreprises tech et donc d'intelligence artificielle qui vont réduire leur engagement. Quel impact est-ce que, selon toi, ça peut avoir? Alors je dirais peut-être 2 choses là-dessus. Il y en a une, c'est que ça légitime tout un tas de discours masculinistes, y compris d'ailleurs, c'est pas uniquement le côté biais de genre, hein, mais maintenant, on sait que dans les conditions de modération de Facebook, c'est pas grave d'avoir des discours racistes ou anti-handicapés, ou etc. Donc ça permet des expressions sur lesquelles il y avait peut-être un peu plus de censure sociale, et ça c'est extrêmement inquiétant. Il faut voir jusqu'où ça ira. Après, peut-être quelque chose d'un peu plus optimiste, qui est que, en fait, en France, par exemple, on n'a pas le droit de faire des statistiques sur l'origine ethnique ou la religion, ou etc. On a le droit de le faire homme-femme, mais sur beaucoup d'autres choses, on n'a pas le droit. Ça n'empêche pas qu'il y ait un certain nombre de dirigeants et de dirigeantes qui sont très sensibles au sujet et qui font en sorte de mettre en place des politiques, y compris d'ailleurs qui venaient des États-Unis, qui disaient il faut faire des efforts spécifiques. On a trouvé des moyens. Donc, quand l'engagement des dirigeants et des dirigeantes est là, c'est pas grave si on n'a pas un outil de mesure ou une politique nécessairement affichée. Ce qui est important, c'est de le faire. Et il y a beaucoup d'entreprises qui disent bon bah oui, j'ai enlevé la politique officielle, mais je vais continuer à faire la même chose. Ça, faut espérer que ce soit le cas. J'espère. Alors, des petites questions un peu plus perso maintenant. Tu as des responsabilités qui sont immenses. Comment tu restes toi-même, justement, quand tu es au milieu de
tous ces présidents, premiers ministres, CEO des plus grands groupes Ça, je crois que mes parents m'ont assez vite appris que tout le monde est égal. Voilà, faut apprendre à bien se tenir et à bien manger et à être poli, etc. Autant, c'est pas parce qu'ils sont... et surtout ceux pour lesquels j'ai le plus de respect, c'est peut-être les prix Nobel, les gens... bien sûr, il y a des gens extrêmement impressionnants, mais les ministres et les chefs d'État, bien sûr, il y a plein de respect, mais ça passe et ça s'arrête. Les dirigeants d'entreprise aussi. J'ai été dirigeante d'entreprise, je ne le suis plus. Donc voilà, il faut juste respecter tout le monde, mais surtout pas se dire que parce qu'on côtoie des gens importants, on le devient. Une grande leçon d'humilité, voilà. Oui. Est-ce que tu as le souvenir, dans ta longue vie professionnelle, d'avoir connu un moment particulièrement difficile, vraiment très, 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 très dur, et que tu es arrivé finalement vraiment à affronter, et que tu es parvenu à faire évoluer quelque part? Est-ce que tu as un exemple et peut-être à nous partager alors? Alors, il y en a plein, forcément. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en apprend? Peut-être une fois, c'était la première fois que je dirigeais une entité avec, comme on dit, un PNL, donc avec une responsabilité, avec des clients, avec une responsabilité. Et donc, c'était au sein je pense que c'était déjà Orange, et j'avais la responsabilité d'une entité qui vendait des serveurs informatiques à des clients et ensuite qui signait un contrat typiquement de 3 ans. Et donc, pour pouvoir leur vendre ça, il fallait d'abord pouvoir acheter le serveur informatique qui typiquement pouvait coûter quelques dizaines de milliers d'euros. Et il y avait une politique qui disait que tous les investissements devaient être revus par le directeur financier du groupe et ça prenait en général entre 3 et 6 mois. Et je me disais, mais c'est quand même incroyable. Comment est-ce que ça se fait qu'ils mettent 3 à 6 mois pour approuver des choses qui sont au sein d'un contrat d'un client qui veut payer et qui ne peut pas payer puisqu'on ne lui rend pas encore le service? Et donc, je m'étais dit, mais c'est que j'ai pas dû bien expliquer. Il va falloir que j'explique. Et donc, pour expliquer, c'était peut-être pas la meilleure manière, mais j'avais fait un tableau disant, voilà, en général, ça coûte tant par rapport à ce que rapporte le client. Donc, c'était peut-être 10%. Et puis, en général, combien de fois est-ce que vous approuvez mes demandes? Alors ça, c'était à 100%. Tout le temps, parce que forcément, c'était pas des cas compliqués. Et puis, quel est le délai moyen? Alors, il devait être à 5 mois et demi. Et puis, j'avais fait remonter ça et il m'avait dit, bon, d'accord. Et je m'étais dit, bon, en fait, ce qu'il faut, c'est que j'essaye de comprendre pourquoi ils n'avaient pas compris ma demande. Et comment est-ce que les gens prennent des décisions sur des choses qu'ils ne comprennent pas. Et j'avais beaucoup travaillé ça. Parce qu'au début, j'étais dans la posture de, mais c'est quand même incroyable, ils sont stupides. Voilà. Et je m'étais dit, comme ça, je ne vais pas y arriver, quoi. Non, mais c'est vrai, et c'est vraiment l'intelligence émotionnelle dont on parlait tout à l'heure. C'est toujours se poser la question, quel est le besoin de l'autre, quel est son risque, et comment est-ce que je peux faire pour y répondre et pour le rassurer. Et même en égo, surtout. Hein, en tout cas, moi, c'est vrai que c'est comme ça que je raisonne et c'est super, super important. Mais oui. Alors maintenant, explique-nous un petit peu ce qui te porte chaque matin. Et si je te demande quelle est ta flamme intérieure, j'adore cette question. Qu'est-ce qu'elle serait en fait? Qu'est-ce qui t'anime voilà, le matin quand tu te réveilles, quand tu te dis waouh, je commence ma journée. Ce soir, j'ai les voix de l'audace. Exactement, voilà. J'aime bien apprendre de nouvelles choses. Ouais. C'est peut-être pour ça que je suis sur des domaines comme l'intelligence artificielle ou les technologies. Et puis j'aime bien essayer d'être utile ou de contribuer à une solution ou de faire avancer quelque chose. Ce qui est le cas, je te rassure. Super. Alors, on va terminer par le fameux questionnaire de l'audace. Si je te demandais, pour toi, l'audace en un mot, qu'est-ce que ce serait? Alors, j'ai un peu j'ai utilisé le mot passerelle un peu avant. Je dirais que c'est un peu une passerelle. C'est quelque chose qui permet d'aller vers quelque chose qu'on veut faire, quelque part. Une IA audacieuse. Le chat de Mistral. Ça, c'est facile. Une audace que tu n'as pas encore tentée. J'en ai tenté pas mal, mais...
Je sais pas, j'ai pas fait de saut en parachute, je suis pas allée sur la Lune. Ah, sur la Lune, ouais. Ouais. T'aimerais bien aller sur la Lune? Ah ouais, j'aimerais bien aller sur la Lune, oui. C'est quand je dis ça, les gens me disent mais t'es folle. Non, mais Genre, c'est moi top, mais j'aimerais moi, bien. ça me fait peur, mais ouais, c'est extraordinaire. Oui, mais Non, mais c'est vrai. ouais. Ouais. Euh, si on remonte le temps, tu parles à la Anne Bouvreau qui a 20 ans. Quel conseil audacieux est-ce que tu lui donnerais, pardon. Quel conseil audacieux je lui donnerais? Je sais pas. C'était déjà hyper audacieuse en même temps. Non, je sais pas, mais c'est juste que je me hyper, disais, il y a un petit côté, je saute dans la piscine et puis je verrai ouais. après, quoi. Ouais, c'est clair. Et une femme audacieuse que tu admires? Alors, je cite très souvent Marie Curie, Ouais. mais je pourrais dire peut-être plus sur l'IA Fei-Fei Li. Je suis super contente parce qu'on l'avait invitée. Je voulais pour le sommet mettre en visibilité beaucoup de femmes. Fei-Fei Li, c'est une chercheuse d'origine chinoise qui est à Stanford, qui est considérée comme une des marraines ou la marraine de l'intelligence artificielle. Elle a créé une base de données qui s'appelle ImageNet, qui est une base de données d'images qui a permis d'entraîner les tout premiers modèles d'apprentissage automatique. Et donc Fei-Fei Li a fait le discours d'ouverture du sommet de l'IA en février. Donc oui, Fei-Fei. Bah, super, merci beaucoup Anne. J'étais ravie de te recevoir et on va ouvrir les questions au public. Une question peut-être personnelle, mais en lien avec l'audace. Vous avez fait une belle trajectoire privée et puis après, vous avez fait une trajectoire publique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est 2018 quand vous avez créé votre fondation. Vous êtes maintenant dans le public, dans l'engagement pour la société, l'IA pour la société. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez bifurqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, quand on est dans des rôles privés et surtout des rôles de management, de leadership, d'exécution, en fait, c'est extrêmement prenant. Et je me souviens quand j'ai quitté ce poste de directrice générale de Morpho, je me suis dit à la fois, bon, c'est dommage parce que j'aurais voulu continuer, faire plus de choses. C'est parce que la société a été vendue que je suis partie. Et je me suis dit, d'un autre côté, je vais enfin pouvoir faire toutes les choses que j'ai pas pu faire et que j'ai toujours eu envie de faire à côté. Donc, je me suis dit, voilà, quelles sont toutes les choses que j'ai pas pu faire et que j'ai envie de faire. Et je me suis dit que d'une part, je voulais avoir un peu plus de temps pour apprendre, hein, parce que quand on est dans un rôle exécutif, on a moins de temps pour apprendre. Et puis, je voulais aussi, il y a un côté, je voulais pouvoir rendre un certain nombre de choses que j'avais eues. C'est pour ça que je me suis engagée auprès de l'ENS, d'abord dans leur campagne de levée de fonds, et puis après au niveau du conseil d'administration, en me disant c'est une école qui m'a apporté beaucoup. J'avais grandi à Grenoble, je connaissais pas un certain nombre de codes. Je me suis dit je vais essayer d'aider, de rendre des choses. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer cette fondation. Et en fait, c'est venu après, petit à petit. J'ai aussi des postes de conseil d'administration dans le privé que je continue à avoir. Mais le côté engagement, c'est venu de cette fondation. C'est venu du fait que j'ai été invitée à participer à des réunions sur l'IA au Vatican avec des gens de la Silicon Valley, où il y a en gros 10 personnes de la Silicon Valley, 10 personnes du Vatican et 10 autres. Moi, je suis dans les autres. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est comme ça qu'on m'a après demandé si je voulais co-présider le rapport de la commission IA, puis le sommet, comme je l'ai raconté. Donc après, oui, c'est venu un peu. Et donc, on a beaucoup parlé d'audace, mais je pense qu'il y a aussi un côté... il y a aussi un côté ouverture à ce qui peut se présenter avec ces deux motivations dont j'ai parlé qui sont d'apprendre et puis d'essayer d'être utile. Merci. Est-ce qu'il y a une autre une question. Merci Anne pour votre témoignage audacieux et très inspirant. J'ai une question concernant les femmes dans la tech. Est-ce que vous pensez qu'elles s'entraident? Et est-ce que par exemple vous travaillez avec Laurence de Villers, qui a comme vous un parcours académique et scientifique d'exception? Voilà, c'est important pour moi de pouvoir suivre ces modèles et de savoir qu'elles s'entraident. Oui, bien sûr. Alors après,
faut pas non plus idéaliser. Tout le monde ne s'entraide pas. Mais oui, on essaye d'abord, on se connaît beaucoup. Et moi, très clairement, chaque fois que je fais des interviews, j'essaye de citer des femmes. Parce que sinon, par défaut, on va citer des hommes. Donc, Laurence de Villers fait un travail super. Il y a Isabelle Rille qui dirige l'Institut IA de Paris Sciences et Lettres. Il y a une chercheuse qui s'appelle Sacha Lucioni qui travaille sur les sujets IA et climat. Il y a Éléonore Crespo dont on a déjà parlé. J'ai parlé aussi de Féfélie. Il y a des tas de femmes brillantes en IA et dans la tech plus généralement. Et moi, j'essaye, dans la mesure du possible, effectivement, de toujours les aider. Super. Est-ce qu'il y a on peut prendre une dernière question? Moi, je veux bien en prendre une assez personnelle. En fait, je me posais la question, parce que vous êtes quand même allé dans une voie particulièrement masculine. Est-ce que vos 2 parents étaient déjà des ingénieurs ou déjà dans le secteur? Parce que souvent, je pense qu'il y a aussi l'éducation silencieuse qui fait que si la maman est créative ou marketing et le papa est ingénieur, on va naturellement quelque part être, même si les parents n'essayent pas, encouragés à faire plutôt comme sa maman d'un côté et évidemment le garçon plutôt comme le papa. Donc, est-ce que vos 2 parents étaient déjà, finalement, tous les deux un peu dans ces univers qu'on dit masculins? En fait, mon père était ingénieur, hein, donc clairement, de ce côté-là, il y avait le côté ingénieur. Ma mère, qui a fait ses études au Canada, avait fait des études médicales. Et ensuite, quand elle est venue en France avec mon père, elle s'est reconvertie pour devenir bibliothécaire. Donc non, c'était pas scientifique, mais oui, elle s'est complètement reconvertie. Donc le côté, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et très clairement, j'ai eu une éducation, et mon frère et ma sœur aussi, sur le thème les filles et les garçons peuvent y arriver. Il faut absolument faire ce dont vous êtes capable. Et si c'est des maths, c'est des maths. Merci. Et j'aimais bien les maths quand j'étais petite. Ma mère dit toujours que je trouvais que les chiffres étaient gentils. Ça ferait rêver beaucoup de parents. Voilà. C'est un nouveau logo, tu sais. Un nouveau logo. Un grand merci, Anne, c'était passionnant. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des Voix de l'audace. J'espère qu'il vous donnera à votre tour l'envie d'être audacieux, d'oser et de bousculer les codes. Vous pouvez retrouver cet épisode en vidéo sur YouTube et je compte sur vous pour liker, télécharger, vous abonner et parler des Voix de l'audace autour de vous.